Bonsoir. Du coup, je suis Slim, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille aujourd'hui chez anciennement VSCT, donc Oui SNCF. Et du coup, je suis développeur iOS sur l'appli Oui SNCF. Donc, je vais vous présenter un sujet récent, Siri Shortcuts. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous connaissez tous Siri, hein, on essaie de l'utiliser tous les jours. Mais Siri, c'est pas que la voice command, c'est aussi d'autres fonctionnalités qu'on n'imagine pas si souvent que ça. Donc c'est des suggestions, on les utilise en fait sans même y penser. Et du coup, en fait, Apple a introduit Siri Shortcuts avec iOS 12, donc l'année dernière en 2018. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, Apple est en communication avec VSCT. Ils ont appelé et ils ont dit en fait on vous propose 2 jours de lab pour implémenter une feature avec les Siri Shortcuts. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin d'entreprises d'entreprises un peu connues pour mettre en valeur les fonctionnalités des nouveaux OS. Et du coup, j'ai été l'heureuse élue et en fait, j'ai été à Munich pendant 2 jours, donc chez Apple, pour participer à ce lab. Je vais vous en dire un peu plus un petit peu après. Mais, en gros, on arrive et puis il y a 3 ingénieurs Apple spécialistes en fait normalement du sujet. Et puis on arrive sur des tables et on est 2 par entreprise. Il y a une dizaine d'entreprises et là ils vous aident en fait pendant 2 jours. Votre objectif c'est d'implémenter une feature avec les Siri Shortcuts dans l'app et du coup ils vous aident pour faire ça en fait. Donc en fait moi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu préparer ça un minimum, même si je n'avais pas vraiment le temps, puisqu'il y avait d'autres contraintes de production, on va dire, d'autres développements à faire. Donc j'ai fait quand même un maximum. Et le premier réflexe, ça a été de regarder une vidéo de WWDC. Donc il y a ces 2 vidéos, une introduction à Siri Shortcuts, et puis une autre vidéo un petit peu plus poussée pour les utiliser. Donc la définition, qu'est-ce que c'est un Siri Shortcut? Son Apple, voilà. C'est en fait c'est une fonctionnalité qui vous permet d'arriver rapidement à des fonctionnalités de votre application. Donc là, en fait, ça c'est leur exemple. Hein. Ils prennent l'exemple de quelqu'un qui va commander souvent des repas. C'est une application de commande de repas. Et du coup, ils commandent fréquemment. En fait, ils ont des algos basés sur la répétition. Vous exploitez ces algos, mais vous ne les manipulez pas, vous ne pouvez pas les configurer. C'est eux qui les exécutent. C'est le système iOS qui les exécute et qui, en réponse, va vous donner des réponses. Je vais détailler un petit peu ça. Donc, l'accès direct à une fonctionnalité, ça peut se faire évidemment via Voice Command, hein, enfin la fonctionnalité de base de Siri. Ça se fait aussi via les Siri Suggestions, donc ça peut être sur la Watch, ça peut être via une UI custom dans votre app, dans Siri en fait, donc le lock screen, et évidemment à la réponse en fait, directement intégrer une UI lorsque vous parlez à Siri. Donc un utilisateur, pour créer un shortcut, il a 3 possibilités. Donc il va enregistrer une phrase, en fait c'est vraiment le but, et ensuite il va soit utiliser le bouton Add to Siri, soit aussi créer son shortcut depuis l'application Shortcuts dans iOS 12, ou encore depuis les réglages système où il peut voir les shortcuts qui ont été proposés par votre application et il peut créer à partir de là. Donc juste pour vous illustrer un petit peu voilà, les locaux en fait à Apple à Munich. C'est des locaux assez sympas, hein, faut l'admettre. Et il y a 2 entreprises, mais bon, il y a tout un étage où c'est que Apple. L'escalier. Donc j'ai continué à travailler donc, un petit peu en amont d'aller là-bas. Le deuxième réflexe, on va dire, ça a été de lire la doc. Donc, comme j'avais jamais implémenté en fait d'éléments Siri dans une app iOS, j'ai commencé par regarder comment intégrer Siri dans l'application. D'autant que dans l'application SNCF, on n'avait pas de fonctionnalité Siri jusque-là. Donc
fallait aussi que je fasse cette première étape d'intégration de Siri. Et en particulier, dans la documentation, vous avez la partie, avec iOS 12 qui est arrivée, la partie de chapitre spécifique sur les shortcuts. Et dans ce chapitre, vous avez en fait, donc si vous cliquez sur Subchef, c'est leur exemple, c'est l'exemple qu'ils utilisent justement dans les vidéos WDC, vous pouvez télécharger directement leur Sampala. Donc, alors pourquoi je parle de ça? Parce que du coup j'ai lu beaucoup de la doc. Le premier jour quand j'étais là-bas, parce que c'était sur 2 jours, donc j'ai lu beaucoup de documentation. En gros j'ai tout lu, hein, parce qu'il fallait que je comprenne comment ça marche et quelles étaient les notions en fait derrière les shortcuts. Donc il y a la notion de donation notamment. Et j'ai aussi regardé leur app, parce qu'en lisant la doc, même si j'avais pas forcément tout compris, même si j'arrivais à tout comprendre, c'était pas forcément suffisant pour comprendre comment vraiment écrire le code de sorte à utiliser. Donc l'exemple a été très utile aussi pour comprendre comment ça fonctionnait. Ensuite, j'ai lu d'autres documentations qui tournaient un peu autour du sujet des shortcuts. Donc, il y a le end-of. Donc, le end-of, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une technique pour reprendre une activité utilisateur. Alors, activité au sens, l'utilisateur est en train de faire quelque chose dans votre application. Donc, il peut le faire sur le site web, mais il peut s'arrêter en cours de route et il voudrait continuer en fait son activité dans l'application, en natif. Donc ça, c'est le End-of Programming Guide qui vous permet de faire ce genre de choses. Ensuite, vous avez le App Search Programming Guide qui contient une partie spécifique au Deepin et Universal Link. Donc c'est aussi une documentation que j'ai dû un peu lire pour pouvoir comprendre comment utiliser notamment la classe NSUserActivity qui vous permet de reprendre une activité. Parce que vous voyez en fait les shortcuts, qu'est-ce que c'est? On a dit tout à l'heure, c'est accéder à une fonctionnalité, une partie de votre application en direct. Et donc en fait, c'est des notions qui exploitent déjà les API qui existent dans ces guides-là. Et aussi évidemment le Apps Extension Programming Guide qui vous explique comment faire une extension pour une application iOS. Donc celui-là, il a été très utile. Donc pour créer un shortcut au niveau du code, 2 étapes. On a 2 étapes. Donc il y a une création du shortcut et une donation. Et ensuite, on a une étape de bundle, donc je récupère je récupère l'event en fait et comment je le traite. Donc, durant mes 2 jours uniques, en fait, les premières questions, enfin les premiers échanges que j'ai eus avec les développeurs Apple, c'était finalement qu'est-ce qu'on peut inventer comme scénario. Parce que la façon dont ça s'est déroulé, Apple vient vers vous et vous dit implémenter une fonctionnalité, un shortcut dans votre app. C'est pas si évident que ça, il faut réfléchir avec l'état actuel de l'application. On a un écran qui liste les billets, on clique sur un billet, on a le e-ticket. Donc il fallait essayer de trouver, il fallait bien comprendre d'abord qu'est-ce que c'était les shortcuts et ensuite essayer de trouver des scénarios à la fois pas trop compliqués pour pouvoir les faire en 2 jours. Et à la fois quand même utile pour l'utilisateur. Donc il y a eu pas mal d'échanges proposés, et en fait les développeurs Apple ils étaient quand même de bons conseils sur ça. Parce qu'eux ils avaient vraiment bien en tête la philosophie des notions des shortcuts, et du coup ça permettait de mieux ajuster en fait le fonctionnel par rapport à justement ces API. Donc on a créé finalement 2 shortcuts, un qui permet d'ouvrir le voyage, donc en gros il vous ouvre l'app et il vous amène à la page du prochain voyage que vous avez déjà acheté sur l'application, et l'autre, assez pratique, vous dites à Siri mon billet par exemple, et il va en fait le présenter directement dans l'interface Siri. Donc, normalement, pour être un peu plus concret sur ce que je dis, je vais vous faire la démo de ces 2 scénarios-là. Voilà. Donc là, vous retrouvez l'app Oui SNCF. Et ici, en fait, j'ai acheté un billet. Donc j'ai un voyage Nantes-Paris pour demain. Et en fait, dans l'application, on a un écran
qui vous permet d'avoir le e-billet. Et ici, donc, on a pu ajouter un bouton Ajouter à Siri, donc, qui correspond au scénario de visualisation, enfin d'ouverture de l'app directement sur le billet, en fait, donc directement sur cet écran. Donc comment ça se passe ici? L'utilisateur il va faire Ajouter au Siri. Donc là il va vous dire prochain voyage, donc je vais dire prochain voyage. Ah, ouais, c'est sûr. Je peux peut-être le connecter. T'as un câble? Ouais. Excusez-moi, j'ai pas pensé à ça. USB normal. Ouais. Ça c'est peut-être un problème. T'as un câble USB normal. Sorry. Non, j'ai peut-être ça si tu veux. Ah oui, sinon ouais, le Wi-Fi c'est encore plus simple. Je vais passer à l'hôpital. Je laisse, ça marche pour tout le monde. Voilà. Sur le Wi-Fi. Ça n'a pas l'air de marcher. I guess. Celui-là? Ouais. Là, il faut que tu ailles dans un navigateur parce que ça sert Ah, mais j'arrive. Ouais. ça va plus ça. Vas-y, va dans un navigateur. Je vais essayer. Je suis sûr. Yes. C'est bon, je suis ici. On va passer ça. M. Ouais, j'ai pas. Ah, c'est ça. Ah oui. Ouais. M. P. O. E. R. Ouais. Elle est où? Ouais, bah ouais. J'ai cliqué. Voilà. Bravo. Ouais, vas-y. Prochain voyage. Prochain voyage. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, vous dites prochain voyage, et ensuite, en fait, cette phrase qui est associée, enfin que vous prononcez, elle va en fait directement être enregistrée. Et quand vous la prononcez, ça va vous ouvrir l'app et ça va vous amener directement sur cet écran. Il y a l'autre scénario donc, dont je parlais, donc, qui est avec le e-billet en fait. Donc, on peut voir ici dans les settings que vous avez les raccourcis proposés, et notamment les deux raccourcis dont je vous parle. Et là, de la même façon, en fait, on peut prononcer une phrase, l'associer à ce raccourci, et directement, en fait, visualiser le billet dans l'application, enfin dans Siri. Et notamment, on a aussi les suggestions. On voit que les raccourcis apparaissent là. Alors, vous allez me dire, il y a un doublon, parce que pour l'anecdote, c'est assez rigolo, parce que je me suis aperçu de ça quand j'étais là-bas à Munich, et j'aurais dit aux développeurs Apple, bah, il y a un doublon. Et en fait, ils m'ont dit, bah, c'est parce que vous avez activé le mode debug, donc il y a un doublon et c'est un bug. Mais, et visiblement, depuis, il n'a toujours pas été corrigé. Donc là, effectivement, il s'affiche. Alors, un point très important de leur algo, enfin des shortcuts, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser le moment où ces suggestions vont s'afficher. Donc, ce qu'on va voir après, c'est que vous faites des donations au système. Donc, vous donnez un intent, comme une espèce d'événement. Vous donnez, et normalement, leurs algos qui se basent sur la récurrence vont vous proposer, supposer au bon moment, les raccourcis. Mais vous ne pouvez pas compter si vous voulez prévenir l'utilisateur à un moment particulier, c'est pas possible, ce ne sera pas possible. Et du coup ici, vous avez normalement, voilà, directement en fait, donc, le code de l'IA ici, dans la suggestion.
Donc, ce qui est assez rigolo, enfin, si j'avais pu vous montrer en entier, c'est que si je le fais en appelant Siri et en disant mon billet, ça sera le même rendu interne là sur le fond blanc, mais ce sera directement depuis l'écran d'activation de Siri. Et c'est le même code. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas implémenté deux choses différentes, c'est vraiment le même code. Voilà. Donc, trois manières de créer des shortcuts dans l'application au niveau du code. Donc, en fait, vous pouvez le faire soit via NSUserActivity, donc ça, c'est les API de Endoff et de DeepLink. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est en gros le plus simple, mais c'est aussi ce qui offre le moins de possibilités. L'ajout d'un bouton Siri, comme on a vu, et aussi l'utilisation des intents par la donation d'interaction. Donc ça, je vais vous présenter en fait ces deux cas-là. Donc le premier, ouvrir mon voyage, donc ça va être avec le bouton Add to Siri. Donc la première étape, c'est de créer le bouton et de l'ajouter à votre hiérarchie de vue. Ensuite, vous allez créer en fait un intent, lui associer la phrase, donc c'est la phrase qu'on a vue dans l'écran tout à l'heure, où il disait dites prochain voyage, c'est la phrase prochain voyage. Vous créez votre shortcut avec cet intent et vous injectez votre shortcut en fait dans le bouton. Et donc ça vous donne la création du shortcut. Première étape. Deuxième étape. En fait, là, on va avoir le handle de l'intent. Alors, je vais vous présenter avant ça comment se définissent les intents dans l'application. Voilà. Donc ici, on a, je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu, voilà. En fait, on va avoir la définition des intents. Donc ici, je retrouve mes deux intents. Donc view next travel pour visualiser mon prochain voyage, donc le premier scénario, et le deuxième scénario. Vous définissez vos intents et notamment certaines réponses possibles quand vous n'avez pas de prochain voyage ou que votre IBA n'est pas possible à visualiser. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, donc, vous avez en fait au niveau du code, vous avez des classes qui vont être générées. Donc la première classe qui est générée, c'est VSViewNextTravelIntent. Et vous avez aussi le protocole qui est ici. Le protocole, c'est ça, VSNextTravelIntent. Vous avez un certain nombre de classes que vous ne pouvez pas modifier, qui ne sont même pas accessibles au niveau des codes sources, qui sont générés directement par Xcode. Donc ce que vous faites, c'est que dans l'extension Siri, vous implémentez un intent handler d'abord. En fonction du type d'intent, vous le déléguez à un handler spécifique qui lui implémente ce protocole. Donc vous devez implémenter cette méthode, handle intent avec completion. Donc ce qui se passe ici, c'est que je crée l'activité et ensuite j'ai aussi la classe ViewNextTravelIntentResponse qui est générée, auquel je passe le code continue-enable, donc pour lui dire bah, tu ouvres là, et je lui passe l'activité étant propre à l'ouverture du détail du prochain trajet. Et donc là, vous avez fini le premier scénario en fait. Quasiment, il reste juste, ça c'est la partie en fait spécifique à la NSUserActivity. Vous récupérez en fait, vous reconnaissez le type de UserActivity et ensuite vous gérez en fait via votre code usuel de gestion des NSUserActivity pour réouvrir l'écran qui correspond. Donc pour rentrer un peu dans le détail de la structure, en fait, quand vous créez, donc, là ce qu'on voulait faire c'était avoir de l'UI dans Siri aussi. Donc on est obligé de créer deux
extensions, donc en pointillé c'est des extensions, et un framework, donc une target à part, qui va contenir le code commun de deux. Donc vous avez au niveau des dépendances votre application qui va dépendre des deux extensions, qui elles-mêmes vont dépendre de ce framework partagé. Je vais expliquer pourquoi, et aussi l'app évidemment peut dépendre du framework. Donc en fait c'est conseillé par la doc Apple. Le premier élément, c'est que ça vous permet de factoriser le code commun au niveau des appels pour récupérer vos données, donc, entre les deux extensions, donc la partie UI et la partie direct accès à l'app. Et le deuxième point, c'est que ça va vous permettre de partager les données qui sont en local sur le téléphone. Alors pourquoi? Parce que dans la documentation sur les extensions, il vous explique que chaque extension a un bundle spécifique. Et en fait, des données que, par exemple, vous stockez dans les user default dans votre app, là, par défaut, vous n'y avez pas accès dans une extension. Et pour y avoir accès, il faut faire un shared container. Pour faire ce shared container, on utilise les app groups. Donc ça, c'est tous ces éléments-là que j'ai dû découvrir. Et ça, donc, ça vous résout le problème, en fait. Donc moi, en fait, la façon dont je l'ai implémenté, c'est au moment où je reçois l'intent afficher le prochain ticket, je vais chercher en local les données qui auront déjà été chargées au préalable dans l'application. Je ne refais pas de requête réseau, c'est uniquement local. Et j'affiche le billet à partir de ça. Et du coup, comme le container est partagé, j'ai accès à ces données-là. Sachant qu'il y a un point très important, c'est que sur user default, vous avez user default point standard, qui est le singleton par défaut d'user default, et vous ne pouvez pas utiliser celui-là si vous voulez si vous voulez partager en fait votre container. Et du coup, vous êtes obligé de créer une instance de user default à part au moment où vous enregistrez vos données dans l'app depuis le serveur. Donc au niveau du scénario, je vous ai parlé qu'en fait on cherchait le scénario, hein, c'était pas juste évident. Donc il se trouve qu'en fait on a plein d'étapes qui peuvent faire qu'on ne peut pas afficher le ticket, le billet directement dans Siri. Donc la première question, c'est est-ce que j'ai un prochain trajet? Donc il fallait que au niveau du code on gère ce cas-là, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de cas. Donc par exemple le cas où j'ai plusieurs e-tickets parce que j'ai une correspondance. Donc comme on voulait rester simple, on voulait afficher qu'un seul e-ticket dans l'application. Donc on a décidé de ne pas gérer le cas où il y avait plusieurs e-tickets, et là on renvoie directement dans l'application. On a quand même une fonctionnalité de secours, on va dire, pour une expérience utilisateur qui est quand même malgré tout acceptable. Donc je vais vous présenter le deuxième scénario, ouvrir mon ticket dans Siri. Donc la première chose, c'est qu'on a implémenté une méthode donate view next ticket intent. Donc là, en fait, ça va aborder la question de donner une intent, faire une donation au système. On peut voir notamment qu'il y a le available iOS 12, parce que c'est une API qui va être disponible qu'à partir d'iOS 12. Donc cette méthode est appelée en fait dans deux endroits dans le code, au niveau de l'affichage en fait de ces deux écrans, donc le e-ticket et la liste des tickets. Donc là c'est un exemple sur un des deux écrans. Donc je le fais en fait au vue d'Idopia, donc vraiment à l'affichage. Et du coup, à partir de cette donation, je vais avoir potentiellement le shortcut dans les suggestions. Donc la donation, comment elle se fait? Comme tout à l'heure, on crée un intent, on lui associe une phrase, et cette fois-ci, on crée une interaction et on la donate au système. Ensuite, on vient à la deuxième étape, l'étape de handle. Donc là, comme tout à l'heure, on a le même handler en fait, et on doit créer un nouvel handler pour ce nouveau type d'intent. Donc voici le code. Donc, toujours pareil, un protocole à implémenter, donc une méthode à implémenter. Et là, en fait, en étape 3, on retrouve tous les cas que vous avez vus dans le diagramme précédent. Tous les cas non nominaux, on va dire, dans lesquels je ne pourrais pas afficher le ticket dans Siri. Et donc je renvoie généralement
ou à la limite j'affiche un message dans Siri. Et à la fin, on appelle la complétion pour... Donc ça, c'est un point délicat parce que j'ai été longtemps avant de trouver qu'il fallait appeler avec success, parce que ici vous êtes dans le code de l'extension non-UI. Vous gérez tous les cas non nominaux dans l'extension non-UI, et à la fin, si tout se passe bien, vous êtes en success, donc vous dites ah c'est bon, je peux afficher le ticket. Vous faites cet appel-là avec success, et là le système en fait renvoie l'intent à l'extension Siri UI. Et ça, c'était pas extrêmement bien documenté, donc ça a été compliqué de trouver ça. Alors pourquoi? Parce que dans le projet, en fait, on a le point d'entrée, c'est Main Interface Storyboard. Donc ça, c'est la partie Siri UI, l'extension Siri UI. Et du coup, il fallait vraiment que le code, le système, c'était à lui d'arriver en fait sur cet écran-là. Et donc là, on implémente au niveau du UI, et ce du contrôleur, en fait, ça correspond à intent du contrôleur. Donc intent du contrôleur, c'est un contrôleur un peu spécial, donc il implémente cette classe, et notamment la méthode configure-view. Donc là, c'est pas un view contrôleur comme on a l'habitude de voir, où généralement on implémente le view did load pour configurer les views, et puis les méthodes view appear, did appear, etc. Là, on a une méthode configure-view qui va vous passer du coup l'interaction. De l'interaction, je vais vérifier qu'il est bien du bon type, intent, et je vérifie aussi qu'il est bien en statut success. Ensuite, là, dans cette étape, je récupère mes données locales. Donc en fait, le ticket manager, c'est une classe qui va chercher dans les fameux user default dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui va chercher les données locales. Ensuite, donc, classiquement, je configure mes views, avec notamment l'étape où on met le QR code dans l'image view. Toujours la configuration des views. Et à la fin, j'appelle le bloc de complétion. Et donc là, vous avez votre résultat dans Siri. Donc, les petites choses que j'ai expérimentées durant cette implémentation. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on n'a pas de maîtrise sur le temps, le moment où les suggestions vont apparaître à l'écran. Évidemment, il faut mettre des available iOS 12 aux endroits où on utilise les fonctionnalités Siri Shortcut. Alors la langue du téléphone. Donc, si vous n'avez pas implémenté de fonctionnalité Siri, il faut savoir qu'il y a une langue dans le système qui est définie pour Siri qui peut être différente de la langue du téléphone par défaut. J'irais même jusqu'à dire que pour le téléphone, vous n'avez pas seulement une langue qui est définie, mais vous avez une liste ordonnée de langues préférées. La première étant celle du téléphone, enfin, qui est affichée au niveau de tout ce qui n'est pas propre à une app, les settings par exemple. Et donc, vous avez une langue différente, et même pour Siri, la liste des langues disponibles n'est pas la même que celles qui sont disponibles au niveau du téléphone. Juste pour illustrer, là j'ai un certain nombre de langues, et en fait cette liste-là n'est pas la même que la liste usuelle qu'on retrouve ici. Voilà. Et donc ça explique le fameux differ de localized intent que vous avez peut-être vu dans les slides précédents. Du coup, vous allez plus chercher via la même méthode que vous utilisez habituellement pour NS localizable string, c'est plus la même, puisqu'il faut aller chercher le wording en fonction de la langue de Siri et non plus de la langue affichée dans l'application. Alors les localizable strings ont posé pas mal de soucis. Alors le premier point, c'est le fameux bouton ajouter à Siri. En fait, il n'était pas traduit dans le système. Ce qui fait que même quand j'étais en français, full français, j'avais toujours add to Siri. Et c'était un bug iOS en fait, et même à la sortie en septembre, il y avait encore le bug. Ça, c'était
c'est incroyable. Et il y avait quand même heureusement un workaround. Il fallait ajouter un string dans le projet et traduire le add to Siri avec les guillemets en ajouter en français, quoi. Directement, en fait, faire le boulot à leur place, quoi. Ouais. Ça c'était... quelqu'un a trouvé ça, donc chapeau. Ensuite, les autres problèmes, il a fallu définir du coup, un jeu de fichiers strings différent. Au niveau des intents, tout à l'heure, on a vu les intent definition. Il y a aussi, il fallait traduire en fait, parce que les libellés que vous mettez dans votre fichier intent definition, vous ne pouvez pas mettre leur traduction dans vos fichiers localizable.string. Il n'y a pas moyen de faire ça. Vous êtes obligé de faire localize votre fichier intent definition et ensuite d'éditer les différentes versions. Donc moi j'avais voulu être simple parce que les langues, nous dans l'application on a je crois quelque chose comme 13 locales gérées. Donc on a notamment du FR Belgique, du FR Suisse, du allemand Suisse. Et du coup il se trouve que pour le besoin fonctionnel on avait juste les 6 langues à gérer usuelles, donc c'est plus 13 locales mais c'est 6 langues. Donc normalement d'après la doc Apple, vous pouvez juste à écrire mettre les versions FR, EN, NL, etc. de vos fichiers, donc juste la première partie de la locale, la langue. Sauf que là, récemment, on a vu que lorsqu'on soumettait l'app, Apple nous remettait des warnings comme quoi on n'avait pas traduit pour l'ensemble des locales le fichier. Alors qu'il est supposé prendre par défaut, faire un fallback sur la langue uniquement, parce que pour les locales langues plus région. C'est des petites surprises. Et voilà. En gros, sur le localizable, assez compliqué. Au niveau du debugger, alors il y a une partie que je peux vous montrer rapidement dans Xcode. Dans Xcode, vous avez, en fait, si vous allez sur... donc là, j'ai mon scheme associé à mon Siri UI extension. Et en fait, vous avez la possibilité de lui mettre une phrase directement ici. Donc là, c'était pour des besoins de test, donc ça m'évite de prononcer à chaque fois la phrase quand je débug. Et j'ai juste à faire run et ça lance Siri en fait, ça lance le simulateur avec Siri en prononçant cette phrase. Ça, c'est assez pratique. Sauf que, petite surprise, comme je vous ai montré, en fait, le traitement de l'intent pour le EBA donc, passe d'abord par l'extension Siri et ensuite par l'extension Siri UI. Et du coup, ici, comme j'ai les deux schemes, j'ai la possibilité de le lancer soit par l'un, soit par l'autre. Sauf qu'il n'était pas capable, le debugger, de passer de l'un à l'autre en restant activé. En fait. Donc je ne voyais pas que je passais d'abord dans le code du premier, si je me mettais en debug dans le deuxième, et vice-versa. Donc du coup, il fallait faire l'ancienne avec des prints au niveau du print ou des logs dans le code. Enfin, le shared container app group, dont j'ai déjà parlé. Donc, la petite subtilité du user default. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions. Est-ce que tu as déjà un retour sur l'usage en fait, sur votre application Ouais, alors je crois que c'était pas plus de 1% de gens qui avaient cliqué sur ajouter à Siri dans l'écran de voyage. C'est vrai que ça c'est un aspect un peu délicat parce que les entreprises ont toujours des exigences de sortie de version avec telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et là c'est un peu politique parce que bon, Apple vous contacte, vous ne pouvez pas dire non. Et pour autant, Siri Shortcut, c'est pas partie des priorités forcément de l'équipe produit, on va dire. Mais voilà, c'est en effet, il fallait faire des possessions. C'est pour ça qu'on aurait pu évidemment aller plus loin dans les fonctionnalités, afficher plusieurs billets, autre chose, mais c'était effectivement, c'est bien d'avoir un premier retour utilisateur pour savoir si c'est utile. Et les suggestions, c'est plus utilisé ou ça, c'est difficile à savoir parce qu'en fait sur Add to Siri on peut mettre de l'analytics parce qu'on a un code. Les suggestions, déjà on ne sait pas trop comment elles apparaissent.
que du coup vous avez été mis en avant par Apple pour ça, ils ont mis dans une section. Ouais. Bah, il y a eu un moment de flottement où. Parce qu'en fait, au bout des 2 jours, on n'a pas forcément un truc de tout à fait finalisé. Parce qu'en fait, on a une structure au niveau du code qui est à améliorer. Et du coup, c'est pas faux. Enfin, par exemple, la partie, je vous parlais du ticket manager, à un moment donné, elle n'était pas isolée à la base, cette partie-là. Donc il a fallu l'extraire dans un framework à part. Et il a fallu changer les user default. Et du coup, tout ça, en fait que quand je suis arrivé là-bas, bah, l'appli n'était pas prête à recevoir clairement les shortcuts. Mais du coup, les développements ont dû continuer après, mais finalement, on a pu sortir quand même un premier shortcut à la sortie des users. Et au total, c'est combien de temps d'intégration là, du coup, je pense que ça va être ça s'est fait de manière éparpillée un petit peu. Le temps de se former et tout au sujet, je pense que j'ai dû y passer peut-être au total entre 1 semaine et 2 semaines. Je pense facile d'arriver à 2 semaines, je pense. J'ai pas trop dû faire attention. Comment ? Et à essayer de le refaire, maintenant que tu le sais quoi. Bah maintenant, ouais, maintenant qu'il y a toutes les petites subtilités, le debugger qui marche pas, savoir qu'on passe de l'extension, enfin du handler à l'autre, forcément tout ça c'est du temps qu'il n'y aura pas à reperdre. Donc là, si je devais le refaire, je mettrais moins d'1 semaine, c'est sûr. 3 fois peut-être. Ça dépend de la complexité de la fonctionnalité. Et est-ce que tu penses que si tu n'en vas pas au labo pour implémenter une telle solution, ça prendrait beaucoup plus de temps ou, Si j'étais pas allé chez Apple, donc ils ont bien aidé sur la partie construire le scénario, parce qu'on ne savait pas en fait. J'avais fait une réunion avec l'équipe produit avant. Et puis, en fait, à un moment donné, le fameux Deferred Localization Time, par exemple, je vais sur la doc Apple, donc à l'époque c'était Xcode 10 bêta, si je ne me trompe pas, et je vais sur la doc de cette fonction, et 0 doc, no description. Donc je demande, et lui-même ne savait pas trop en fait. Donc c'est un petit exemple, hein, mais quand même la plupart du temps ils ont répondu aux questions. C'est sûr que ça a accéléré, et puis surtout j'étais focus pendant 2 jours sur ce sujet-là. J'étais à fond sur le sujet. C'est sûr que ça donne un coup de pouce, ça c'est sûr. Et du coup, une question un petit peu plus technique. À un moment, j'ai vu dans ton algo en graphe, j'ai vu un peu les différents cas. Et il y en a un en fait où tu dis, est-ce que le billet est présent en local ? Ouais. Du coup, ça veut dire que tu peux pas aller charger une requête réseau via Siri, ou c'est que volontairement vous ne l'avez pas souhaité ? Non, c'est volontairement on l'a pas souhaité. D'accord. Parce que ça amenait encore plus de complexité. Et du coup, pour une question de temps, on a préféré... parce que finalement, on a considéré que la personne aura déjà été dans l'app avant. Ouais. Si elle a acheté son billet, et du coup, potentiellement, elle a déjà chargé son étiquette, en fait. Parce que l'étiquette est chargée... quand vous achetez votre billet, il me semble que le ticket est pas seulement... Enfin, est chargé avant que vous appuyez sur l'écran ou vous présentez, en fait, il change l'arrière-plan. Dès que vous avez finalisé votre achat et que votre ticket apparaît dans mes voyages, normalement vous avez votre billet en local dans le téléphone. D'accord. C'était un use case qui était utile. Donc s'il n'est pas en local, il demande de déverrouiller et il ouvre là. Ouais. Ouais, il va sur mes voyages. En fait, il regarde, après dans l'app, il peut regarder s'il a un local et s'il en a pas. Enfin, de toute façon, il ouvre mes voyages dans tous les cas. Ça marche. En fonctionnalité de... Et est-ce que vous avez testé les intents depuis une watch ou un HomePod par exemple ? Depuis une watch ? Ouais. Non, pas du tout. Il y a des cas, je sais qu'il y avait, enfin dans les vidéos, il y avait une partie spécifique watch, et il y avait des cas, enfin ça se fait pas tout seul, il y a des cas spécifiques, voilà. D'accord. Ouais, où il y a possibilité de faire aussi une UI peut-être pour la watch ou... Je sais plus ça. Non mais c'est juste... Non mais c'est en tout cas, je sais que dans les vidéos il y a une partie spécifique pour la watch. Ok, ça marche. Et en termes de contraintes UI, est-ce qu'il y a des choses où tu es vraiment contraint ?
Ouais, dans la partie Siri UI, alors, si je ne me trompe pas, tu peux pas de rajouter de gesture comme ça. Ouais. Au niveau de la scroll view, c'est un peu bizarre parce qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas avoir de scroll view vraiment. Ouais, tu dois venir mais pour autant, il y a une scroll view qui apparaît. Enfin, ça peut. Ouais, c'est pas. Je crois que c'est plutôt les pages, les swipes sur le côté en fait, tu ne pourras pas avoir. Il y a certaines contraintes effectivement sur le vue contrôleur, c'est pas tu peux pas implémenter. Et il y a une contrainte de taille au niveau de la hauteur, je crois. Tu ne pourras pas dépasser ça. certaines hauteurs. Ouais. Et donc en mutualisation de code, tu es obligé de refaire ton écran dédié parce que tu vas pas utiliser ton code. Ah bah non, non, de toute façon le vue contrôleur il dérive d'une classe spécifique, il est dans l'extension. Ouais. Le vue contrôleur tu ne pourras pas le partager, ça c'est sûr. Je pense. Sauf si tu veux afficher deux UI similaires. Dans Siri, tu as juste une petite différence entre les deux. On se parle de Question. Cool. Merci. Merci.